Germaine Beaumont. L'heure du mystère. Le casse-tête Bantou, par Ange Bastiani. Gisèle Pascal, Jacques Ardenne, Nathalie Nerval, Jean Péméja, Jacques Fonson et Marie-Pascale Nézy. Une réalisation de Marcel Sicard. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Messieurs. Encore quelques mots, madame Lacroix-Vidal. Madame Lacroix-Vidal, je vous en prie. Là, Messieurs, s'il vous plaît. Madame Lacroix-Vidal, une photo. Mais vous voulez aussi peut-être que je sourie. Madame, nous ne tenons pas du tout à vous ennuyer davantage, croyez-le bien. Mais il faut bien qu'on fasse notre Madame métier. Lacroix-Vidal, une photo près du piano. Oui, À côté du mettez-le. portrait de votre mari. Assez, messieurs, assez. Mais non, Maintenant, je vous prie de sortir tout de suite. Sinon, je fais appel aux inspecteurs qui se trouvent au premier étage ou à l'agent qui est de garde à la porte de la villa. Sortez. Non. Non, vous, monsieur Duval. Moi, madame. Restez, je vous en prie. Mais pourquoi, madame? Parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parler. Adieu, messieurs. Oh, je n'en peux plus. Je suis brisée. Ils sont effrayants, vos collègues, monsieur Duval. C'est affreux. Depuis ce matin, j'ai l'impression de vivre un épouvantable cauchemar. La découverte de mon mari assassiné, les questions de la police, l'acharnement de vos confrères sans le moindre tact, la moindre pitié. Il ne faut pas trop leur en vouloir, madame. Ils sont endurcis et ils ne pensent qu'à leur métier. Ils sont épouvantables. Croyez bien que, pour ce qui me concerne, je me rends parfaitement compte du côté odieux que tout ceci peut représenter pour vous, et si je puis en quoi que ce soit vous être utile. Oui. Oui, vous le pouvez. Mon mari, vous le savez, vous aimait beaucoup. Il avait apprécié à juste titre la façon élégante dont vous vous étiez comporté l'année dernière, lorsqu'on a voulu lui mettre sur le dos cette sordide affaire de devise. Vous vous en souvenez? Oui, parfaitement, madame. Vous seul, alors, aviez pris sa défense. Non, c'était une histoire qui ne tenait pas debout, je l'ai dit, c'était tout naturel. N'en parlons donc plus, madame. Comme vous voudrez. Asseyez-vous donc. Merci. Maintenant que cette meute est partie, je me sens enfin un peu plus calme. Libérée. Libérée, si l'on peut dire. Alors qu'il y a encore ici 2 policiers en train de passer cette maison au peigne fin, qu'un agent fait les 100 pas dans le jardin et que le commissaire Cordier, chargé de l'affaire, ne m'a pas caché avant de partir qu'il me considérait comme le témoin numéro 1. Vous qui êtes chroniqueur judiciaire, monsieur Duval, vous savez mieux que moi ce que l'expression signifie. Chère madame, le commissaire Cordier, dans sa courte déclaration à la presse, n'a absolument pas porté d'accusation contre vous. C'est encore heureux. Mais vous le connaissez. C'est un vieux renard. Devant la presse, il n'a pas voulu trop s'avancer. Avec moi, il a mis moins de forme. C'est pour cela que je vous ai prié de rester, monsieur Duval. Il faut à tout prix que vous me veniez en aide. Vous seul pouvez le faire. Vous êtes le spécialiste des grandes enquêtes. N'exagérons rien, madame. Dans le cas qui nous occupe, j'ignore à peu près tout de la mort de monsieur Lacroix-Vidal, votre mari. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Désirez-vous un whisky? Ah, volontiers, oui. Sans eau, ni glace. Oui. Merci, je vous écoute. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que nous passons, Jérôme et moi, tous nos week-ends ici, au Glaïeul. Cette maison qui nous appartient depuis bientôt 2 ans. Tous nos week-ends, mais jamais seuls. Parfois, nous n'avions que 4 ou 5 intimes qui restaient également passer la nuit. D'autres fois, nous donnions des soirées groupant jusqu'à une 20aine d'amis. Ce qui devait être le cas ce soir même, si ce grand malheur... Oh. Oui, je vous demanderai tout d'abord de me parler du crime lui-même. Si j'ai bien compris, c'est vous qui l'avez découvert. Oui, c'est moi. Ce matin, à l'heure du petit déjeuner. En général, le samedi, je donne congé à nos 2 domestiques qui restent à Paris. Donc, hier, nous étions simplement entre nous. 6 en tout.
Gilbert Granier, l'associé de mon mari, et sa femme, Lola, Françoise Morin, la secrétaire particulière de Jérôme, Patrick Faber, le neveu de Jérôme, fils d'une de ses sœurs qui s'est tuée sur la route avec son mari il y a 2 ans. Enfin, Jérôme et moi. Nous étions donc tous les 6 ici hier soir, au dîner. Dîner qui fut fort calme. Jérôme, ainsi que cela lui arrivait fréquemment, s'est retiré tôt dans son bureau pour mettre à jour ses dossiers. Vous le savez, il a toujours son affaire d'import-export. Mais il a créé une filiale il y a 6 mois dont Gilbert Granier s'occupe aussi. Lola, enfin, Madame Granier est également montée dans sa chambre de très bonne heure. Moi, je suis restée à regarder la télévision avec les autres. Mais j'étais fatiguée, je n'ai pas tardé à regagner mon lit. C'est le soleil qui m'a réveillée à 8 heures. Avec stupeur, j'ai constaté que mon mari ne s'était pas couché. Oui, nous avons des lits jumeaux. Le sien n'était pas défait. Je suis descendue ici, où se trouve le bureau-bibliothèque de Jérôme. C'est là que je l'ai découvert, assis, effondré plutôt sur la table. Oh, j'ai tout de suite compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Mon malheureux mari avait eu le crâne enfoncé par un casse-tête. Casse-tête? Oui. Un casse-tête bantou qu'un ami explorateur nous avait rapporté d'Afrique. Oh, c'est une lourde masse de fer ayant vaguement la forme d'une main d'homme, une arme redoutable. Jérôme l'utilisait comme presse-papier. Oh, mon pauvre chéri. C'était atroce à voir. J'ai aussitôt appelé nos amis et un peu plus tard, Gilbert a alerté la police. Voilà. J'en savais maintenant autant que moi. Je ne vois vraiment pas dans tout cela ce qui peut vous valoir les soupçons du commissaire Cordier. Peut-être parce que Jérôme et moi avions une grande différence d'âge. J'ai eu 30 ans le mois dernier. Jérôme en avait 55. Ce n'est pas a priori un motif d'assassinat. Sachez, monsieur Duval, que je n'ai aucune fortune personnelle. Tout ce que nous possédons appartient à mon mari. Et celui-ci disparu, c'est moi qui hérite de tout. Cela peut autoriser certaines suppositions. Oui, peut-être, mais entre soupçons et suppositions, il y a tout de même un abîme. Il y a autre chose, monsieur Duval. Oui, quoi donc? Quelque chose de plus grave. Jérôme tenait son journal. Oh, de petites notations sans grande importance, écrites à peu près au jour le jour sur un simple cahier d'écolier. Dites-moi, madame, dans ce journal était-il question de vous? Hélas, oui. Oh, certes. Je n'en suis pas le principal sujet, seulement quelques phrases de ci, de là. Irène me hait chaque jour davantage. Je crains qu'un jour il ne se produise le pire, et pourtant, je l'aime tant. Parfois, les yeux d'Irène m'effraient. Je résume, bien entendu. Naturellement, ce cahier qui se trouvait dans un attache-caisse dans le tiroir du bureau est tombé immédiatement entre les mains du commissaire Cordier. Vous pourrez d'ailleurs y jeter un coup d'œil, le cahier se trouve toujours dans le bureau. Cordier n'a pratiquement rien touché. Après les premiers interrogatoires, il est reparti pour Paris, en même temps que le fourgon qui a emmené le corps de mon pauvre Jérôme. Maintenant, si vous le voulez bien, chère madame, je désirerais vivement bavarder avec vos invités. Ils sont sur la terrasse. Vous le voyez. La toute jeune fille brune en polo noir et pantalon crème, qui est-ce? Françoise Morin, secrétaire de mon mari. 23 ans, style bras droit du patron, irremplaçable, suivant Jérôme. D'où j'en conclus que la femme rousse en ensemble jersey vert, dont les lunettes géantes empêchent de voir le visage, est Lola Granier, n'est-ce pas? Exactement. Oui. 29, 30 ans? 36, d'après elle. Ce qui doit faire 40. Elle ne les paraît pas, elle est si mince. Mince? Dites plutôt qu'elle est maigre. Et le grand type au crâne un peu dégarni, l'air suffisant, c'est son mari. Oui, Gilbert Granier. Il a à peine 42 ans et il est considéré déjà comme un très grand homme d'affaires. Comme votre mari. Exactement. Quant au garçon aux longs cheveux blonds, en blue jean et t-shirt bleu, c'est Patrick Faber, le neveu de mon mari. Quel âge? 25 ans. Il a abandonné ses études de médecine pour faire de la publicité dans une affaire de produits pharmaceutiques. Gentil, bien élevé, pas de sous de volonté. Et comment s'entendait-il avec son oncle? Très bien. Et avec vous?
Coup-ci, coup-ça. Je sais qu'il me jugeait trop jeune pour mon mari. Peut-être pas pour lui. Oh, là, monsieur Duval, vous faites fausse route. Bon, maintenant que je les connais tous de loin, voulez-vous leur demander d'entrer ici? Nous allons voir de près celui ou celle qui a une tête d'assassin. Comment? Oui, chère madame. Puisque, comme vous l'affirmez, et je le pense, vous n'êtes pour rien dans la mort de votre mari, son assassin se trouve forcément parmi vos invités. Cela est vrai. Mais je ne puis me faire à cette idée, c'est trop horrible. Une dernière question. Oui. Pensez-vous que parmi vos amis, l'un d'eux peut avoir un intérêt quelconque à la disparition de votre mari? J'y pense depuis ce matin. Sincèrement, je ne vois pas. Non. Ils aimaient tous beaucoup, Jérôme. Bon, je les appelle. Merci. Mes amis, voulez-vous venir, je vous prie? Permettez-moi de vous présenter mon ami, monsieur Jean Duval, chroniqueur judiciaire que vous entendez souvent à la radio et à la télévision. J'ai cru devoir le retenir car Jérôme le tenait en grande estime. Il ne sera pas inutile en ce moment difficile d'avoir parmi nous un homme qui a encore la tête sur les épaules. Bon, j'abrège les présentations, monsieur Duval sachant à peu près qui vous êtes les uns et les autres. Madame Lola Granier. Monsieur. Madame. Mademoiselle Françoise Morin. Bonjour, monsieur. Mademoiselle. Monsieur Patrick Faber. Monsieur. Bonjour, monsieur. Et monsieur Gilbert Granier. Monsieur Duval, croyez que je suis enchanté de faire votre connaissance, bien que j'eusse préféré personnellement que ce fût en d'autres circonstances. Mais, quoi qu'en dise notre chère Irène, ce que je ne comprends pas, c'est ce que nous pouvons attendre de vous. Et surtout, ce que vous attendez de nous. Tout d'abord, monsieur Granier, je n'ai pas la moindre intention de vous importuner, croyez-le bien. Je voudrais simplement bavarder un peu avec chacun de vous, pour me permettre d'avoir une idée saine de cette pénible situation. Monsieur Duval, se prend pour le commissaire Maigret? Lola, je te rappelle que c'est moi qui ai prié monsieur Duval de rester au Glaïeul. C'est possible, Irène, mais cette invitation n'engage que toi. J'estime, quant à moi, suffisant d'avoir eu à subir les questions de ce commissaire. Allons, calme-toi, Mais calmez. Lola. Ah, parce que vous autres, vous êtes calme, peut-être. Vous le paraissez. Ça, oui. Mais moi, si je voulais parler, je crois que votre beau calme disparaîtrait bien vite. Alors, madame Granier, qu'attendez-vous pour le faire? Lola, tu vas te taire. Et si je parlais, alors, c'est moi qui lirais. Ah oui, je lirais bien. Oh, Excusez ma femme, monsieur Duval, elle est terriblement nerveuse. Ce drame l'a bouleversée. Lola, monte dans ta chambre et va te reposer. Oh oui, j'y vais. Je ne veux plus vous voir, ni les uns ni les autres. Je vous hais tous. Tu vas te taire, dis. Toi, Irène, ne me touche pas. Tiens. Oh! Mais elle est folle alliée. Ça t'apprendra à pleurnicher pour un homme que tu as trompé à tous les coins de rue. Gilbert, emmenez votre femme. Sinon, Ça suffit, Lola, hein? Allez, viens. Ah, Viens ici. brute, assassin! Monte dans ta chambre. vous en voilà débarrassé. Cette pauvre Lola ne sait plus ce qu'elle dit ni ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle boit? Lola? Non, je ne crois pas. C'est une exaltée, toujours survoltée, les nerfs à vif, mais aujourd'hui c'est un comble. Oser me gifler alors qu'un drame terrible... N'y pensez plus, madame. Depuis ce matin, nous sommes tous ici à bout de nerfs et... Oh, merci. Merci, ma petite Françoise. Mademoiselle Morin, Oui, monsieur. vous êtes, n'est-ce pas, la secrétaire personnelle de monsieur Lacroix-Vidal? Depuis près de 2 ans, oui. C'est cela, oui. Puis-je vous demander quel a été l'emploi précis de votre temps hier soir? Hier soir? Oui, après le dîner. Eh bien, je suis tout bonnement restée devant le poste de télévision jusqu'à la fin du programme. Ensuite, je suis allée me coucher. Au premier étage. Mais toutes les chambres sont au premier étage. Oui. Monsieur Faber, vous aussi, vous avez regardé la télévision? Monsieur Duval, moi je n'ai qu'une chose à vous dire. C'est que je tiens les journalistes pour des flics. Tous autant qu'ils sont. Et je n'aime pas les flics. Oui, en l'occurrence, vous en avez besoin. Pas du tout. Soyez sûr que je saurai venger la mort de mon oncle tout seul, le moment venu. Et j'ai déjà ma petite idée là-dessus. Et je n'ai besoin de personne pour m'aider. Patrick, je vous en prie. Oh, vous, ma tante par alliance, je ne vous parle pas. Et je vous prie de me fiche la paix. Ah, voilà qui est nouveau, mon petit Patrick.
Vous étiez beaucoup plus aimable avec moi lorsque vous aviez besoin de mon aide pour persuader votre oncle de vous signer un chèque afin d'éponger vos perpétuelles dettes de jeu. Ah oui, oui, parlons-en. Allons, Patrick. Vous n'allez pas aujourd'hui vous conduire comme le dernier des mufles. Voilà. Lola s'est enfermée à double tour dans sa chambre. Ah, mais ce n'est pas la vôtre. Hein. Non. Nous faisons chambre à part. À propos, monsieur Granier, vous êtes-vous couché tôt hier soir? Encore assez, oui. Je suis d'abord allé faire un tour dans le jardin et je suis rentré juste avant l'orage. Car il y a eu de l'orage hier soir. Oui, très court, mais très violent. Et vous avez peur du tonnerre, mademoiselle Morin? Oh oui, hier j'ai cru mourir de peur. Vous êtes vraiment bien émotive. Dites-moi, puisque vous étiez sa secrétaire, si nous allions jeter un coup d'œil dans le bureau de monsieur Lacroix-Vidal. Voulez-vous venir tous, je vous prie? Merci. Madame Lacroix-Vidal. Oui. Où avez-vous trouvé votre mari exactement? Là, monsieur Duval. Écroulé sur son bureau. Le casse-tête avait roulé au milieu des papiers que devait être en train de consulter Jérôme. Le commissaire Cordier l'a emporté avec lui. Et le journal de votre mari, où se trouve-t-il? Après l'avoir feuilleté, le commissaire Cordier l'a remis à sa place, là, dans ce tiroir. Le voici. Vous le voyez, c'est un vulgaire cahier d'écolier à couverture bleue. C'était là le côté enfantin de mon pauvre Jérôme. Mademoiselle Morin, s'il vous plaît. Oui, monsieur Duval. Comme secrétaire particulière, vous connaissiez bien les habitudes de monsieur Lacroix-Vidal et tout ce qui se rapportait à ses affaires. Remarquez-vous quelque chose d'anormal dans ce bureau? Enfin, quelque chose de particulier, d'insolite? Absolument pas. J'ai beau regarder partout... Attention, mademoiselle Morin. Ne touchez à rien. Le commissaire Cordier l'a bien recommandé. De toute façon, la curiosité naturelle des journalistes étant bien connue, je prends sur moi d'emprunter ce journal. Je suis certain que sa lecture peut se révéler passionnante. Vous n'en avez pas le droit. Je le prends. Vous ne trouverez dans ce journal, monsieur Duval, que de petites anecdotes sans importance ou remarques anodines, au jour le jour. Vous l'avez lu, monsieur Granier? Absolument pas. Le commissaire Cordier, qui, lui, l'avait parcouru, en a parlé devant nous. N'est-ce pas, Irène? C'est tout à fait exact, Gilbert. Mademoiselle Morin. Monsieur? Et vous étiez au courant de l'existence de ce journal? Pas du tout. En dehors des simples questions de travail, monsieur Lacroix-Vidal se montrait peu loquace et peu expansif. Vous le pensez vraiment, Françoise? Mais oui, madame. Je dois dire que... Quoi donc, monsieur Faber? Je dois dire, pour être franc et sans vouloir porter atteinte à sa mémoire, que mon oncle avait un côté ours. Ours vous-même, Patrick. Jérôme, au contraire, était un être franc, tendre, délicat. Mais ce qu'il n'aimait pas en vous, Patrick, c'était de n'avoir le plaisir de votre visite et de vos manifestations d'affection qu'au seul moment où vous aviez besoin d'argent. Mon oncle a toujours été parfait avec moi, Irène. Et je vous interdis d'insinuer qu'un dissentiment quelconque ait pu nous séparer. Il était beaucoup trop bon avec vous. C'est possible. Mais justement, on ne supprime pas un être qui se montre trop bon avec vous. Enfin, monsieur Faber, personne ne vous accuse, que je sache. Tiens, c'est curieux. Qu'est-ce qui est curieux, mademoiselle Morin? Mais la boîte d'ampoules de morphine qui se trouvait toujours là, à l'extrémité de cette étagère, a disparu. Et vous en êtes sûr? Certaine. Je ne l'avais pas remarquée jusqu'ici. Elle y était encore lorsque le commissaire Cordier est venu procéder aux premières constatations. Il m'a même posé une question à ce sujet. Vous n'allez tout de même pas me faire croire que M. Lacroix-Vidal se droguait. Ni par vice, ni par plaisir, monsieur Duval. Pouvez-vous préciser, madame? Mon mari montait souvent à cheval. Il avait fait une chute il y a 3 ans. Double fracture du bassin. Il était parfaitement rétabli. Mais parfois, il ressentait de très violentes douleurs. Sur les conseils de son médecin, il se faisait alors lui-même une piqûre de morphine pour apaiser ses douleurs. Et comme par hasard, la boîte d'ampoule s'est volatilisée. Peut-être l'un des policiers l'aura-t-il prise. Oh, impossible, je m'en serais aperçu. Mademoiselle Morin, pouvez-vous nous fournir un modèle de l'écriture de M. Lacroix-Vidal, non, hors de ce journal? C'est bien facile. Il y a là plusieurs papiers annotés de sa propre main. Tenez, en voici un.
Oui. Effectivement, l'écriture est exactement la même. Il est indéniable que ce journal a bien été rédigé par Monsieur Lacroix-Vidal. Pourtant, il y a tout de même un petit détail qui m'étonne. Quoi? Lequel? Eh bien, ces courtes phrases acides visant Madame Lacroix-Vidal se trouvent par une étrange coïncidence toutes consignées à la fin des notations concernant chaque journée. Et alors? Alors? Eh bien, il me vient à l'idée qu'une tierce personne suffisamment habile pour imiter parfaitement l'écriture de la victime aurait très bien pu utiliser les espaces blancs entre les réflexions de chaque jour pour ajouter de sa propre main les gentillesses écrites à l'égard de Madame Lacroix-Vidal. Cela me semble un peu tiré par les cheveux. Vous ne trouvez pas, Monsieur Duval? Oui, nous en reparlerons, Mademoiselle Morin. Autre chose, s'il vous plaît. Ce verre vide-là, tout au bout du bureau. Oui. Est-ce l'un de vous qui l'a posé là? Non, non. Non, il s'y trouvait déjà lorsque j'ai découvert Jérôme. C'est d'ailleurs parfaitement explicable. Je vous écoute, madame. Jérôme, qui n'était pas buveur, avait pour habitude, lorsqu'il restait travailler tard, de boire un verre de Mirabelle, vers minuit. Il était dans son genre un peu maniaque. De toute façon, c'était de l'excellente Mirabelle qu'il faisait venir spécialement d'Alsace. La bouteille est aux 3/4 pleine sur ce rayon de la bibliothèque. Oh, puis-je en goûter une larme? J'adore la Mirabelle. Si vous voulez. Attendez, je vais vous servir. Oh! Oh mon Dieu, que je suis maladroite. Mais que faites-vous, Monsieur Duval? Vous le voyez, chère madame, j'éponge le liquide avec mon mouchoir, enfin une partie du liquide. Et cela peut servir à quelque chose? Ah, certainement. Monsieur Duval, puis-je vous parler seul à seul, tout de suite? Volontiers, madame. Venez par ici, je vous prie. Mes amis, Oui. je vous prie de nous excuser. Je vous en prie. Ah, oui. Asseyez-vous, Monsieur Duval. Merci. Voilà. Maintenant, je vous demande d'être aussi franc avec moi que je l'ai été moi-même avec vous. Puis-je savoir pourquoi vous avez manifesté brusquement le désir de goûter cette Mirabelle, et pourquoi, lorsque j'ai laissé échapper la bouteille, vous avez épongé le parquet avec votre mouchoir? Parce qu'il m'est soudain venu à l'esprit une idée, peut-être saugrenue. J'ai pensé que cette bouteille ne contenait pas que de la Mirabelle, et mon mouchoir absorbait suffisamment de liquide pour me permettre de le faire analyser par un laboratoire. Ne vous donnez pas cette peine. Pourquoi? Parce que je puis vous affirmer dès maintenant que la Mirabelle en question contient une forte dose de somnifère. Tiens. Je me suis chargé moi-même de l'opération. Vous ne me demandez pas pourquoi. Non, inutile, puisque vous allez me le dire. Vous n'ignorez pas la différence d'âge qui existait entre Jérôme et moi. Certes, je l'aimais beaucoup, très fort, très sincèrement. Mais la nature a ses exigences. Vous êtes une femme désirable, madame, et je crois fort désirée. Disons que je suis jeune et que j'ai pu avoir certaines faiblesses, sans toutefois que Jérôme ait eu à en souffrir, ni en être ridiculisé. Il y a 3 ans, au cours d'un week-end, pendant une promenade en forêt, j'ai fait la connaissance d'un garçon qui m'a plu tout de suite. Depuis, chaque semaine, je l'ai rencontré. Et tous les samedis soirs, je faisais boire à Jérôme sa Mirabelle, préalablement droguée. Il montait se coucher et s'endormait lourdement. J'allais alors rejoindre cet homme, au fond du jardin, dans la cabane du jardinier. L'amant de Lady Chatterley. Monsieur Duval, je vous en prie. Pardonnez-moi, madame. Poursuivez, je vous en prie. La nuit dernière, ne voyant pas monter Jérôme, je me suis impatientée, je suis descendue au rez-de-chaussée, j'ai pénétré dans son bureau, et je l'ai trouvé en train de dormir, la tête entre les bras repliés. J'en ai déduit qu'il avait dû être retardé, peut-être par la visite de quelqu'un, et que l'effet du somnifère se faisant plus puissant, il avait succombé au sommeil sans avoir le temps de regagner notre chambre. C'est l'hypothèse la plus vraisemblable, en effet. Et, selon vous, qui a pu lui rendre visite aussi tardivement? Cela, je l'ignore. En ce qui me concerne, j'ai aussitôt regagné mon lit. Un violent orage avait éclaté, il tombait une pluie diluvienne. Oui, un orage avait éclaté. Oui. Voilà. Je vous ai tout dit.
Mais je vous en supplie, ne dites rien à la police. Ils trouveraient là une raison supplémentaire pour m'accabler. De là à conclure que j'avais drogué Jérôme pour le supprimer sans risque, il n'y aurait qu'un pas à franchir. En tout cas, vous avez créé une situation qui aura bien servi l'assassin. Sans doute. Mais est-ce ma faute? Je suis innocente. Je vous jure que je suis innocente. Jamais je n'aurais été capable d'un geste pareil. D'ailleurs, si j'ai trompé Jérôme, sachez que de son côté, il ne s'est jamais gêné pour s'offrir de nombreuses distractions extra-conjugales. Il s'en cachait à peine. Tenez, ses secrétaires. Cela faisait pour ainsi dire partie du contrat. Mademoiselle Morin. Comme les autres. Et elle sait que vous êtes au courant. Peut-être. Et c'est le moindre de mes soucis. Qui est là? Moi. Lola. Entrez, Lola. Je ne vous dérange pas, j'espère. De toute façon, vous vous en moquez, n'est-ce pas? Irène, je suis venue vous prier d'excuser ma conduite de tout à l'heure. J'ai été odieuse et grotesque. N'en parlons plus. Je vous prie. Voyez-vous, je ne me contrôlais plus. Vous le savez, je suis excessivement nerveuse et rien me bouleverse. Alors, après tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette maison, et puis, j'avais beaucoup d'amitié pour Jérôme. Mais tout le monde ici avait beaucoup d'amitié pour Monsieur Lacroix-Vidal, y compris celui ou celle qui lui a fracassé le crâne à coups de casse-tête. En tout cas, ce n'est pas moi qui aurais pu y parvenir, Monsieur Duval. Dans l'état où sont mes nerfs, je n'aurais jamais eu la force de porter un coup mortel à qui que ce soit, je vous l'assure. Surtout pas à Jérôme, qui était dans son genre une sorte de colosse. Oui, à moins que ce colosse n'ait dormi d'un profond sommeil. Ce qui veut dire? Rien, Madame Granier. Monsieur Duval, il faut que vous me protégiez. Mais de qui donc, Madame? De mon mari. Il veut me tuer. J'en suis sûre. Il va profiter des circonstances pour se débarrasser de moi. Ah non, Lola, ne recommencez pas, je vous en prie. Il faut me croire, Monsieur Duval. Il y a déjà eu un assassinat dans cette maison. Je ne sais si c'est Gilbert qui l'a commis. Oui, je l'en crois fort capable. Maintenant que Jérôme est mort, Gilbert va essayer à tout prix de me faire disparaître. Vraiment, je ne vois pas le rapport. Lola, allez vous reposer. C'est pourquoi? Je vous assure, Irène, que je vais tout à fait bien maintenant. Et je me sens en pleine forme et je vous jure que je ne veux pas mourir. Madame Granier, si vous estimez votre vie en danger, pourquoi ne pas vous adresser à la police? Ah non, jamais, pas ça. Pas eux. Irène. Oui. Monsieur Duval, vite, Oui. vite, venez vite. Mais pourquoi, Gilbert? Que se passe-t-il, Monsieur Granier? On a tenté de tuer Françoise Morin. Quoi? Je viens de la découvrir à l'instant sur le palier du premier étage. Elle était évanouie. Elle portait autour du cou des traces de strangulation. Oui. Je l'ai étendue sur son lit, mais il ne faut pas la laisser seule. Venez, venez avec moi, venez donc. Voyons, Françoise, que s'est-il passé? Je ne sais pas, Irène. Je n'ai eu le temps de me rendre compte de rien. Je sortais de ma chambre, j'allais atteindre le haut de l'escalier. Je passais devant l'une des salles de bain lorsqu'il m'a semblé entendre un craquement derrière moi. Avant que j'aie eu le temps de me retourner, j'ai été brutalement saisie par derrière et deux mains m'en serraient la gorge. Alors, je me suis débattue, mais je ne pouvais plus respirer et j'ai perdu connaissance. Puis-je examiner votre cou, mademoiselle Morin? Pardon. Oh, maintenant, ce n'est plus rien, mais j'ai eu vraiment peur. Oui. Non, en effet, ça ne sera rien, rassurez-vous. Fort heureusement, votre agresseur a dû prendre peur ou être dérangé. Vous n'avez que de simples meurtrissures. Vous en serez quitte pour porter un foulard pendant quelques jours. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais allé faire un tour dans le jardin et en rentrant, je n'ai plus vu personne en bas. Non, mademoiselle Morin a failli être étranglée en sortant de sa chambre. Comment? Oh, ce n'est pas possible.
Mais pourquoi? Mais qui? Oui, qui, pourquoi, monsieur Faber? C'est bien ce que nous sommes en train de nous demander. Oh, je n'ai rien vu. Tout s'est déroulé si vite. Pourtant, j'ai la nette impression qu'un homme, lui, ne m'aurait pas raté. C'est-à-dire que vous pensez que c'est une femme qui a tenté de vous étrangler? Ou un homme. Un homme. Sans grand moyen physique. Non, je persiste à croire que c'est une femme. Ah. Comme nous ne sommes que 3 femmes ici, que vous êtes à exclure, Françoise, et vous aussi, Reine, puisque vous vous trouviez à ce moment-là dans le salon en bas avec M. Duval, il ne reste donc que moi. C'est ce que vous voulez dire, Françoise? Je n'accuse personne, Madame Granier. Non, vous vous contentez d'insinuer une accusation. Mais moi aussi, je me trouvais au rez-de-chaussée avec Irène et M. Duval. Vous en êtes pour vos frais de venin. Petite garce. Lola, je te prie de modérer tes expressions. Si elle ne les modère pas, c'est moi qui vais la faire taire. Oh, vous, Patrick. Oh, pauvre petit minet lamentable. Assez! Taisez-vous tous. Vous semblez oublier qu'il y a eu ici cette nuit un homme assassiné et que cet homme est mon mari. Vous avez raison. Excusez-moi, Irène. Mais comprenez que je puisse me défendre quand on m'accuse aussi stupidement. Oh, Françoise, ne faites pas attention à ce que dit Lola. Bien sûr. Parce qu'il est entendu qu'il y a ici une déséquilibrée et que cette déséquilibrée, c'est moi, n'est-ce pas? Vous autres, vous êtes tous des petits saints. C'est possible. Alors n'essayez pas de me coller quoi que ce soit sur le dos. Parce que tout ce que je sais, je le crierai, je le hurlerai. Et que savez-vous, Madame Granier? Eh bien, tout d'abord, que cette exquise Françoise, cette ravissante Françoise couchait avec son patron. Mais est-ce que vous le saviez, Irène? Oui, Lola. Je le savais. Et croyez bien que je m'en fichais complètement. Cette exquise Françoise couchée avec son patron, et sans doute aussi avec mon mari. Mais tu es folle, Lola! Mais c'est pas vrai, je jure que c'est pas vrai! D'ailleurs, pourquoi vous vous en seriez privé? Mon mari vaut bien Jérôme, non? Pas du tout. Monsieur Lacroix-Vidal était un honnête homme. Votre mari, madame, est un escroc. Qu'est-ce que vous dites? Répétez. Moi, un escroc? Oui, vous, monsieur Gilbert Granier. Mais c'est effrayant, je vous prie de vous arrêter. Alors, non, mais madame, laissez-les donc parler. Françoise, si vous n'étiez pas une femme, et de plus, choquée par l'attentat dont vous venez d'être la victime, je vous flanquerai ma main sur la figure. Je ne vous conseille pas de le faire, Gilbert. Toi, la demi-portion, ferme-la, hein? Monsieur Duval, je voudrais m'en aller d'ici. C'est ignoble. Vous auriez tort, madame Lacroix-Vidal. Ce que j'ai à dire vous concerne directement, en tant qu'héritière de votre mari. Moi? Vous allez être obligée de faire ce que désirait monsieur Lacroix-Vidal depuis longtemps. Porter plainte contre monsieur Gilbert Granier. Mais pourquoi donc? Mais ne l'écoutez pas! Cette fille est folle! Folle alliée! Ah. Mais tout le monde est fou ici! Personne ne m'estimait autant que Jérôme. Vous le savez bien, Irène! Écoutez-moi, monsieur Duval. Mais je ne fais que cela, mademoiselle Morin. En tant que collaboratrice de monsieur Lacroix-Vidal, j'affirme que celui-ci soupçonnait depuis un certain temps monsieur Gilbert Granier de s'être livré, dans le cadre de leur association, à des jeux d'écriture que le code pénal condamne sous le nom d'escroquerie. Oh. Monsieur Lacroix-Vidal se préparait à frapper fort, selon son habitude. Et vous vous en doutiez, monsieur Granier. Ce qui pourrait expliquer bien des choses. Petite garce! Salope! Punaise! Je vais t'écraser, tu vas voir! Mais vous n'allez pas vous battre, allons! Voyons, arrêtez! Voilà, vous fichez-moi la pain, hein? Je vous envoie au tapis! Arrêtez-les! Oh, toi, le neveu et l'avorton! Tais-toi ou je te fais une tête grosse comme ça! Arrête, Gilbert! Vous allez alerter les flics? C'est ce que vous voulez? Gilbert est un voleur! Salaud! Tu vas me le payer! Oh, espèce de brute! Vous n'allez pas frapper ce gosse, non? Toi, lève-toi de là, toi! Monsieur Granier, je vous ordonne de vous arrêter. Ce n'est pas vous qui m'en empêcherez! Si, c'est moi. Je vous préviens tout de suite, Gilbert, que monsieur Duval est ceinture noire de judo et champion de karaté. Et après? Mon Dieu! Regardez, Patrick se trouve mal! Pauvre petite chose. Il ne semble pas bien en point, ce malheureux Patrick. Oh, on lui a déchiré son beau blue jean. Regardez. C'est qu'il a de l'argent plein ses poches. Non, rendez-moi mon argent. Non, un instant, s'il vous plaît. Donnez-moi cet argent, monsieur Faber. Voilà. Oh, des liasses de billets de 500 francs nouveaux. Voyons.
Il y en a pour 2 millions d'anciens francs. Rendez-les-moi! Mais c'est de l'argent que j'ai gagné aux courses! Ne le croyez pas. Il ment. Chaque fois qu'il venait voir son oncle, il n'avait plus un sou en poche. Mais j'y songe. Quand nous venions ici en week-end, mon mari avait l'habitude d'emporter avec lui des sommes relativement importantes en argent liquide. Dieu seul sait pourquoi, d'ailleurs. Si nous allions jeter un coup d'œil sur le petit coffre qui se trouve dans son bureau. Oui, allons-y, madame. Madame Lacroix-Vidal, vous connaissez la combinaison de la serrure? Bien sûr. J'ai tous mes bijoux dedans. Et vous, mademoiselle Morin? Pas celle-ci. Je connais celle du coffre qui se trouve à Paris, au siège de la société. Mais je vous répète que tout ça est ridicule. Ces billets sont à moi. Mais j'ai touché un gros tiercé aux courses. Ah oui, quand et quels chevaux? Ça ne vous regarde pas. Regardez. En dehors de quelques papiers et de 2 écrins contenant mes bijoux, il n'y a rien d'autre dans ce coffre. Et je puis affirmer qu'hier, Jérôme avait dans sa serviette une grosse somme d'argent liquide. Je peux le confirmer. Allons, Patrick. Il faut avouer. D'accord. Ah, je n'ai pas gagné aux courses. Cet argent appartenait à mon oncle Jérôme, qui me l'a donné de son plein gré. Vous voudriez nous faire croire qu'il vous a donné comme ça 20 000 nouveaux francs? Parfaitement. Un premier versement pour acheter un studio. Un chèque aurait aussi bien fait l'affaire, en admettant que cette histoire soit vraie. J'ai pris ce qu'il me donnait et de la façon dont il me le donnait. Et si j'ai conservé cette somme sur moi, c'est que j'ai craint que les inspecteurs ne la découvrent dans ma chambre, ce qui m'aurait rendu suspect à leurs yeux. Ce qui aurait semblé normal à tout le monde. Monsieur Granier, je vous ferai payer tout ça un jour. Vous aurez des comptes à nous rendre, à ma tante et à moi. Et n'oubliez pas que je suis héritier d'une part des biens de mon oncle, hein. C'est ce que, justement, je n'oublie pas, figurez-vous. Monsieur Faber, une question. Quand votre oncle vous a-t-il remis cet argent? Cette nuit, monsieur Duval. Après avoir regardé la télévision, je m'apprêtais à aller me coucher lorsque j'ai aperçu de la lumière dans le bureau de mon oncle. J'ai frappé, il m'a accueilli fort gentiment et nous avons bavardé affectueusement un long moment. Mais quelle heure était-il? Il pouvait être... je ne sais pas... minuit environ. Monsieur Duval. Mademoiselle Morin? Je suis navrée de contredire Madame Lacroix-Vidal, mais ces derniers temps, mon patron m'avait plusieurs fois parlé de son neveu, avec beaucoup d'intérêt et de compréhension. Il se disait prêt à lui donner un coup de main s'il en avait besoin. C'est faux! Vous mentez, Françoise! Vous mentez effrontément! Non, madame, je ne mens pas. Je n'ai aucune raison de le faire. Je puis même ajouter qu'un jour, monsieur Lacroix-Vidal m'a confié qu'il considérait Patrick comme sa seule et unique famille. Mais c'est insensé! Des confidences sur l'oreiller, sans doute. Je ne vous permets pas! Je me moque de ce que vous pouvez me permettre. Espèce de petite grue. Je vous interdis d'insulter C'est mademoiselle ça! Morin. Mais défendez-la, ça vous va bien! Je pense que Patrick a des raisons personnelles pour la défendre, notre chère Françoise, qui a beaucoup de charme et un cœur innombrable. Ah, vous! Oh! Madame Granier, je vous en prie. Puisque les choses prennent cette tournure, je vais maintenant dire tout ce que je sais. Nous vous écoutons, monsieur Faber. Cette nuit, lorsque je suis passé devant le bureau de mon oncle, il y avait quelqu'un avec lui à l'intérieur. Une femme. Et cette femme, c'était vous, Lola. Oui, votre accent est assez reconnaissable, même à travers une porte. Lorsque j'ai vu sortir Madame Granier, j'ai constaté qu'elle avait une singulière allure. On aurait dit une somnambule. Elle titubait, se heurtait au mur et elle a dérapé 2 fois au moins en montant l'escalier. Oh, vous êtes un immense petit salaud, Patrick. Vous êtes tellement bête que vous ne vous rendez même pas compte que vous venez de me laver de tout soupçon. Car si vous avez pu, après ma visite, lui parler et lui soutirer de l'argent, c'est que quand je l'ai quitté, votre oncle, il était bien vivant. C'est vrai, mais rien ne vous empêchait de retourner plus tard dans son bureau. Et pourtant, je ne l'ai pas fait, petite peste. Nous nous étions dit tout ce que nous avions à nous dire. Cela vous concernait particulièrement, Patrick. En quoi, je vous prie? Jérôme m'a arrêté au passage, alors que je montais dans ma chambre. Il s'est mis à me débiter une histoire ridicule avec une véhémence inimaginable.
Selon lui, vous étiez mon amant. Il me sommait de rompre, redoutant l'influence néfaste que je pouvais avoir sur vous. Oh, pauvre l'image! Oh, c'est idiot, complètement idiot. Il se souciait fort peu des femmes que je pouvais fréquenter, plus ou moins intimement. Oh, je ne suis plus un gosse, non? Il s'en serait peut-être davantage soucié s'il avait appris que vous entreteniez des relations très intimes avec une femme qui lui était particulièrement chère. Moi, Lola? La maîtresse de Patrick? Mais vous êtes folle! Oh non, pas vous, Irène. Mademoiselle Françoise Morin. Moi? Moi, la maîtresse de Patrick? Oui, oui, vous, Françoise. N'irez-vous que Patrick vient vous retrouver dans votre chambre? Moi? Oui, oui, je l'ai vu. Alors, avouez-nous, auriez-vous honte de cette liaison? Ma vie privée ne vous regarde pas. C'est vrai. Mais elle intéressait de très près Jérôme, qui était plutôt d'un naturel exclusif et jaloux. Alors, pour détourner ses soupçons, vous l'avez tout simplement persuadé que Patrick et moi, nous couchions ensemble. Ce que moi je comprends de moins en moins, ce sont les motifs qui poussaient Monsieur Lacroix-Vidal à exiger de vous deux une séparation. À moins que... À moins que quoi, Monsieur Duval? Nous en reparlerons tout à l'heure, Madame Granier. C'est à Madame Lacroix-Vidal que je voudrais maintenant poser une question. Je vous en prie. Les bijoux qui sont dans ces écrins vous appartiennent, m'avez-vous dit? Oui. Vous le voyez? Un gros bracelet de diamants et un très beau collier de perles. Et pourquoi emportez-vous des bijoux d'une telle valeur pour passer le week-end à la campagne? Tout simplement parce que, recevant souvent des amis, le fait d'être à la campagne ne m'interdit pas d'être la femme élégante qu'aimait mon mari. Oui, oui, oui. Ce sont de fort belles pièces. Oui. Il n'y a qu'une seule chose qu'on puisse reprocher à ce bracelet, c'est qu'il est faux. Quoi? Oh non, vous plaisantez, Monsieur Duval. Mon père était joaillier, madame, et à un moment j'ai dû même prendre sa succession. Mais ce métier, je dois l'avouer, ne m'emballait pas. Pourtant, je m'y connais assez bien, et je crois pouvoir distinguer une vraie pierre d'un bouchon de carafe. Mais jamais Jérôme ne se serait permis de m'offrir de faux bijoux. C'est incompréhensible. Nous avons acheté ensemble ce bracelet chez l'un des plus grands bijoutiers de Paris. Et mon mari a signé un chèque devant moi, et un très gros chèque, croyez-le. Disons alors que quelqu'un a dû faire subir à ce bracelet quelques changements. L'imitation est d'ailleurs parfaite, sauf pour un homme du métier. Gilbert! Quoi non, Irène? Gilbert, c'est vous! Vous qui avez osé faire ça! Enfin, Irène, vous n'allez pas m'accuser de... Mais regardez-vous! Vous êtes blême de peur! Mais vous êtes décidément un ignoble personnage! Dire que j'ai failli... Je vous assure que je ne suis pour rien dans cette histoire. Mais comment osez-vous le prétendre? L'hiver dernier, vous m'avez fait remarquer que la monture de ce bracelet n'était plus à la mode. Vous m'avez offert de faire ressertir les diamants sur une monture en platine par un de vos amis joailliers. J'ai accepté de vous confier ce bijou pendant que nous partions au sport d'hiver, Jérôme et moi. Je comprends maintenant pourquoi. Lorsque nous sommes revenus 3 semaines plus tard, la substitution avait été faite. Vous savez bien, Irène, que j'ai traversé une fort mauvaise passe. Oui. Des spéculations en bourse qui avaient mal tourné. J'attendais de m'être renfloué pour vous rembourser au centuple, ce qui ne saurait tarder. Quant aux malversations dont m'accuse mademoiselle Morin, elles restent encore à prouver. C'est elle, au contraire, qui pouvait se livrer à certaines opérations pas très propres, étant donné l'absolue confiance que Jérôme avait en elle. C'est vrai. Monsieur Lacroix-Vidal savait qu'il pouvait entièrement compter sur moi. Oh. Et vous ne m'empêcherez pas d'en être fière. Françoise! Vous feriez mieux de vous taire. Non, madame, je ne me tairai pas, et même je... Alors, on se bagarre toujours ici? D'où viens-tu, Lola? De ta chambre, Gilbert. Je n'avais plus de cigarettes, je pensais en trouver chez toi. Je n'en ai pas trouvé. Mais par contre, vous ne savez pas ce que j'ai découvert? Les chaussures. Les chaussures de daim de mon mari. Celles qu'il portait hier soir. Et alors? Et qu'est-ce qu'elles ont, ces chaussures, Madame Granier? Elles ont... qu'elles sont encore humides et toutes couvertes de boue. Je croyais, Gilbert, avoir entendu dire que tu étais rentré du jardin hier soir avant l'orage. Quelle importance? Et tes vêtements, eux, sont secs. Ce qui prouve simplement que tu n'es pas rentré avant, mais après l'orage. Alors, pourquoi aurais-tu menti? Menti? Oh, tout de suite les grands mots. Eh bien oui, j'ai été surpris par la pluie au fond du jardin et je me suis réfugié dans la cabane du jardinier. Madame Lacroix-Vidal? Oui, Monsieur Duval. La cabane du jardinier au fond du jardin? Cela ne vous dit rien?
Eh bien, oui. Oui, j'avoue. Bof. De toute façon, ça n'a plus aucune importance. Oui. C'est Gilbert que je devais aller rejoindre là-bas. Mais Irène, je ne... Parce que vous, Irène et Gilbert, vous couchiez ensemble. Lola. Oh, c'est trop comique. Je m'en doutais. Depuis un certain temps. Et pourquoi donc, mademoiselle Morin? Monsieur Lacroix-Vidal aussi, d'ailleurs. Je me souviens d'un après-midi où il était en train d'écrire quelques remarques sur son cahier bleu. Monsieur Granier est entré dans le bureau. Le patron a eu un regard bizarre vers lui. Un regard qui en disait plus long que bien des phrases. Vraiment. Eh bien, il faut que vous sachiez, monsieur Duval, que si j'ai caché cette circonstance, c'est tout simplement que si je l'avais avoué ce matin après le crime, je risquais de compromettre gravement Irène. Un point, c'est tout. De plus, je ne savais pas ce qu'elle avait déclaré au commissaire Cordier. Mais je dois aussi vous dire qu'à l'instant même où je venais de regagner ma chambre, j'ai entendu une porte s'ouvrir sur le palier du premier étage. Pensant que ça pouvait être Irène, j'ai jeté un coup d'œil. Ce qui m'a permis de voir notre adorable Françoise sortir de la chambre de Patrick et emprunter l'escalier pour redescendre au rez-de-chaussée. Je me suis avancé sur le palier et je l'ai vu pénétrer dans le bureau de son patron, sans même prendre la peine de frapper. Ce bureau a connu un vrai défilé la nuit dernière. Puis-je parler, monsieur Duval? Mais naturellement, mademoiselle Morin. Il n'y a là aucun mystère, croyez-le bien. J'avais soif. J'ai voulu aller boire un verre d'eau minérale à la cuisine. J'ai vu de la lumière dans le bureau de monsieur Lacroix-Vidal et je suis entrée. Pour lui dire bonsoir. Au point où en étaient nos relations, je pense que je pouvais me dispenser de frapper. Et combien de temps êtes-vous resté avec votre patron? 10 minutes, tout au plus. Il a voulu à toute force me faire boire un verre de Mirabelle. Ensuite, je suis allée à la cuisine et je suis remontée dans ma chambre. Merci. Dites-moi, madame Granier, quand vous étiez dans le bureau de monsieur Lacroix-Vidal, vous a-t-il offert aussi un verre de Mirabelle? À moi? Oh, pas du tout. Il était bien trop furieux. Mais il s'en est servi de verre lui-même, qu'il a bu devant moi. Oui. Ce qui m'a paru au bout de quelques instants le rendre somnolent. Ah. J'en ai profité aussitôt pour m'éclipser. Dites-moi, étiez-vous au courant de son accident de cheval? Bien sûr, mais quel rapport? Vous ne le voyez pas. Moi si, oui. Depuis que je vous observe, madame Granier, j'ai constaté bien des choses. Parfois, sans raison valable, vous piquez une crise de nerfs, assez impressionnante, je l'avoue. Vous filez, vous enfermez alors dans votre chambre et vous en ressortez calme, apaisé, disons même presque euphorique. Comme tous les grands nerveux, je récupère très vite. Peut-être, oui. Mais ce qui est plus curieux, c'est qu'au moment même où vous disparaissez, la boîte d'ampoules de morphine destinée à calmer les douleurs de votre hôte disparaît également. Étrange coïncidence. Je ne comprends pas. Oui, je continue. Il est après tout fort compréhensible que M. Lacroix-Vidal ait pu s'alarmer et réagir violemment dans la mesure où il a pensé que son neveu, un garçon sans beaucoup de volonté, pouvait être complètement subjugué par une droguée comme vous. Moi? Une droguée? Vous êtes fou! Madame, si vous voulez bien retrousser les manches de votre chemisier, nous pourrons tous ensemble constater les traces de piqûres sur votre bras. Je vous interdis de me toucher! N'approchez pas! Vous êtes tous des porcs! Des salauds! Ah, ouais, j'aurais dû m'en douter. Depuis 2 ans que nous faisons chambre à part, je n'ai pas cessé de trouver Lola de plus en plus bizarre. Exaltée parfois, puis déprimée tout à coup. Sans parler de ses incessantes demandes d'argent. Mais alors tout s'explique. La nuit dernière, elle devait se trouver à court de drogue. À moitié folle, elle est descendue demander de la morphine à mon oncle. Celui-ci, non seulement la lui a refusée, mais me croyant son amant, l'a copieusement enguirlandée. Je vous l'ai dit, je l'ai vue remonter dans un état lamentable. À bout de nerfs, elle sera revenue à la charge un peu plus tard, la scène aura mal tourné, et dans son délire, elle se sera emparée du casse-tête et aura frappé mon oncle, c'est clair. Non, peut-être pas autant que vous le supposez, cher monsieur Faber. Parce que vous soupçonnez quelqu'un, monsieur Duval. Et vous voudriez bien savoir qui, n'est-ce pas, madame? N'est-ce pas naturel?
On semble oublier ici que mon mari a été assassiné la nuit dernière. Oui. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous le dire. En fait, vous pourriez tous être soupçonnés d'avoir supprimé Jérôme Lacroix-Vidal. Oui. Vous, Madame Granier, pour les raisons que vient d'exposer Monsieur Patrick Faber si éloquemment. Vous êtes un tissu d'absurdité. Vous, Madame Lacroix-Vidal, pour vous débarrasser d'un mari que vous n'aimiez plus et dont vous héritiez d'une coquette fortune. Vous ne pouvez penser une chose pareille, Monsieur Duval. C'est pure diffamation. Vous, Mademoiselle Morin, pour en finir avec une liaison qui vous pesait d'autant plus que vous avez trouvé en Patrick l'homme de vos rêves. Qu'il vous épouse et, en cas du décès de son oncle, vous héritiez également d'un assez joli magot. On ne tue pas pour cela, Monsieur Duval. On tue pour beaucoup moins, Mademoiselle Morin. Pour vous, Gilbert Granier, les mobiles sont clairs. Vous avez tripatouillé les comptes et vous vous sentez sur le point d'être découvert. De plus, Monsieur Lacroix-Vidal, qui n'était pas idiot et n'avait pas ses yeux dans sa poche, risquait un jour ou l'autre de s'apercevoir que ce bracelet de diamant qu'il avait offert à sa femme avait subi quelques modifications, ce qui l'aurait amené à poser des questions embarrassantes. J'ai peut-être fait des bêtises en affaires, Monsieur Duval, mais je ne suis pas un assassin. Vous n'êtes qu'un pauvre type. Oh, Monsieur Faber, je vous prie de remarquer que je n'ai pas dit que vous étiez coupable. À dire vrai, je suis même convaincu que vous êtes innocent. Ah ben, c'est encore heureux. Non, innocent du meurtre de votre oncle, mais certainement coupable de vol. Du vol de ces billets de banque trouvés sur vous. Je vais vous dire comment les choses se sont passées. Oui, c'est très simple. Une fois de plus, vous venez trouver votre oncle pour lui soutirer de l'argent. Vous le trouvez profondément endormi. Et parce qu'il avait des papiers à consulter, la porte du coffre était ouverte. Vous apercevez les liasses, vous prenez 2 millions anciens, et vous retournez dans votre chambre. Avouez que j'avais raison. Rendez l'argent et je vous assure que le commissaire Cordier n'en saura rien. D'accord. Voilà le fric. Merci. Madame Granier, quoi que puisse en penser Monsieur Faber, je ne crois pas du tout que vous ayez tué Monsieur Lacroix-Vidal. Et pour une raison bien simple. Si vous étiez revenu dans le bureau et que vous lui ayez défoncé le crâne, vous n'auriez pas manqué d'emporter la boîte de morphine. Or, elle n'a disparu que ce matin. Gilbert, jamais, jamais je ne me serais droguée, je te le jure, si tu t'étais conduit autrement avec moi. Mais depuis si longtemps, tes mensonges, ton indifférence, je n'en pouvais plus. Oh, si tu le veux, rien n'est encore perdu, tout peut s'arranger. Calme-toi, Lola. Calme-toi. N'oubliez pas, ma chère Lola, qu'il ne tient qu'à moi maintenant que Gilbert aille faire un tour en prison. Non pour meurtre, mais la correctionnelle est parfois plus dure encore que les assises. Oh, taisez-vous, Irène. Vous devriez savoir qu'une criminelle n'hérite pas de celui qu'elle a tué. Madame Lacroix-Vidal, criminelle? Oui, je l'avoue que je me suis posé la question. Certes, elle est femme à ne s'embarrasser ni de trop de scrupules, ni de principes moraux. Je crois que c'eût été possible si j'avais pu croire qu'elle était capable d'une grande passion pour un autre homme que son mari. Mais ce n'est pas le cas. Alors pourquoi se débarrasser de lui qui, au fond, ne la gênait pas et lui assurait un parfait bien-être? Heureuse de vous l'entendre dire, Monsieur Duval. Mais alors, il ne reste plus que... Il ne reste plus qu'une coupable, c'est vrai. Françoise? Oh non, non, c'est pas possible. Oh, mais c'est de la pure démence. Moi coupable. Jolie Françoise, vous êtes certainement très astucieuse et très habile. Mais vous avez commis depuis ce matin quelques erreurs qui, elles, vous ont impitoyablement accusé. Mais... Tout d'abord, votre agression simulée sur le palier. Simulée? Oui. Mais pourquoi? Parce qu'un assassin décidé ne vous aurait pas raté. Or, vous ne portiez autour du cou que d'insignifiantes égratignures que vous vous êtes faites vous-même. Et dans quel but, d'après vous? Oui, pour entrer de plein pied dans le clan des victimes, afin qu'on ne s'intéresse pas à vous de trop près. Un peu élémentaire sans doute, mais vous deviez commencer à vous affoler. Ensuite, au sujet de la confiance aveugle que votre patron avait en vous. Oui, M. Granier a déclaré que
Monsieur Lacroix-Vidal vous laissait le soin de rédiger sa correspondance personnelle. Or, ces lettres, s'écrivant à la main, vous étiez bien obligé d'imiter son écriture, ce qui vous a permis d'ajouter dans son journal quelques phrases compromettantes pour Madame Lacroix-Vidal. Oh, mais je n'ai jamais... Celle-ci soupçonnée et condamnée, l'héritage revenait tout entier à votre cher Patrick. Mais Patrick n'a jamais promis de m'épouser. Oh, vous auriez su sans peine l'amener au mariage dans les plus brefs délais, je vous fais confiance. Enfin, Françoise, vous avez menti 2 fois. La première en faisant allusion à votre patron en train d'écrire quelques notes sur son cahier dans son bureau de Paris, alors que vous aviez précédemment affirmé ne rien connaître de l'existence de ce journal. Et la deuxième fois, lorsque vous avez prétendu que M. Lacroix-Vidal vous avait offert un verre de Mirabelle hier soir, alors que le somnifère que contenait la bouteille vous aurait rapidement plongé dans le plus profond sommeil. Mais ce détail, vous l'ignoriez. On ne pourra jamais rien prouver. Oh, j'en suis moins sûr que vous. Personnellement, je vois très bien ce qui a pu se passer. Vous retrouvez Patrick dans sa chambre, il vient de dérober les 2 millions. Vous comprenez que c'est une idiotie, et comme Patrick vous dit qu'il a trouvé son oncle profondément endormi, il vous revient à l'esprit une idée à laquelle vous aviez déjà dû penser. Supprimer M. Lacroix-Vidal. Vous descendez à pas de loup, vous entrez dans le bureau sans faire de bruit, et vous fracassez le crâne de votre patron endormi. Il ne vous reste plus qu'à vous saisir de son cahier et à y écrire les phrases que nous connaissons. Me suis-je trompé, mademoiselle Morin? Françoise, tu as fait ça pour moi? Dis. Non, Patrick. Pour nous seuls. Je ne pouvais plus continuer ainsi. J'étais à bout de nerfs, à bout de force. Jérôme était devenu odieux, autoritaire, jaloux, tyrannique et plein de haine. Il me voulait pour lui seul. Vivant, il n'aurait jamais consenti à me rendre ma liberté. S'il avait soupçonné ce qu'il y avait entre nous, je suis sûre qu'il m'aurait tué, et toi ensuite. Patrick, oui, c'était un monstre. Il était capable de tout. Mademoiselle Morin, je vous en prie. Mesdames, messieurs, voici le commissaire Cordier qui revient. Ah non! Non, je ne veux pas! Ah! Non, je vous en supplie! Monsieur Duval! Monsieur Duval, je vous en supplie! Je ne veux pas! Oh, je ne veux pas! Bonjour, monsieur le commissaire. Dans la série L'heure du mystère de Germaine Beaumont, c'était Le casse-tête bantou d'Ange Bastiani. Irène Lacroix-Vidal, Gisèle Pascal, Jean Duval, Jacques Ardenne, Lola Granier, Nathalie Nerval, Gilbert Granier, Jean Péméja, Patrick Faber, Jacques Fonson, les photographes Michel Morano, René Smith et Françoise Morin, Marie-Pascale Nézy. Bruitage Claude Melinier. Chef opérateur du son Joseph Rémiot. Collaboration technique Jean-Claude Matteaccioli. Assistant de production Gérard Brodin. Une réalisation de Marcel Sicard.